Allez, on va pouvoir démarrer. On est déjà 36. Il y a certainement des gens qui vont nous rejoindre. Donc, je redis merci de couper vos micros, potentiellement vos caméras pour les personnes qui prendront pas la parole, pour voilà, des questions de fluidité de la connexion et puis surtout pour les micros, c'est les bruits parasites. Moi, je vais juste allumer ma caméra quelques secondes pour me présenter. Je suis Clarisse Novelle, je suis à la communication de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je vais faire la petite main derrière l'écran pour vous présenter ce webinaire qu'on a décidé de monter pour vous parler du projet de construction et d'installation de nichoirs pour les chouettes de la région, les Frais des Clochers, la Chevêche d'Athéna, dans le cadre d'un projet un petit peu plus large dont on vous parlera aussi tout au long de ce webinaire. Il est enregistré. Alors l'enregistrement a déjà commencé, je le couperai au début, donc c'est enregistré pour les personnes à qui ça poserait problème. Merci de nous le dire. Mais voilà, en tout cas, je suis obligée de vous donner cette information. L'idée, c'est qu'ensuite on puisse le diffuser, notamment sur notre chaîne YouTube. Alors, je vois qu'il y a un micro qui est ouvert. Je me permets de le couper pour éviter les bruits parasites. Donc, on en a pour à peu près 1 heure. L'idée, c'est qu'on va pendant 1 heure découper en 5 parties. Je vais d'abord donner la parole à notre bénévole isérois Philippe, qui va nous présenter les Frais des Clochers. Ensuite, c'est Pascal, qui est lui dans le Puy-de-Dôme, qui nous présentera la Chevêche d'Athéna. Mon collègue Francisque vous parlera du projet Une chouette, un village, dans lequel s'inscrit ce webinaire, mais également le fameux appel à dons dont je vous parlerai par la suite en chapitre 4. Et puis on terminera par quelques minutes de témoignages. On a une petite vidéo et un petit vocal d'un agriculteur et d'un élu qui ont installé des nichoirs dans leur commune ou sur leur parcelle et qui du coup voilà, nous font part de leur expérience. Je vais donc laisser la parole à Philippe qui va ouvrir le bal. Et du coup, je vais pouvoir, je ne sais pas si j'ai la possibilité de donner le contrôle. Voilà, normalement, c'est tout bon, Philippe. Je vous laisse la main et merci à toutes et tous. Alors, par contre, Philippe, le micro est coupé. Je ne sais pas pourquoi, il était ouvert tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Parfait. Juste une petite question technique, le passage des slides, c'est flèche ou... Oui, comme si c'était vous qui aviez le... J'ai pas la main là. Ah, et si vous cliquez sur la souris pour que ça passe? Non plus. Ah, bah, ça commence bien. Les aléas du direct. Avec vos flèches de clavier, ça fonctionne pas? Non plus. Bon. Ah, ça y est, ça y est. Bah, c'est moi qui ai cliqué, alors peut-être vous aussi Ah en bon, même c'est bon. temps. Eh bah, Non, c'est allez. pas moi. C'est pas moi, ça marche pas. Bon, eh ben, je vais prendre le contrôle. Je veux bien. Donc, Désolée. avant de démarrer, je me présente. Donc, Philippe Guéroux, j'habite à Tuellin, un petit village du Nord-Isère. Je suis tombé dans les frais par le biais d'un ami qui s'appelle Yvan Ciesla, qui est un vrai mot, et qui m'a fait connaître cette espèce, donc que je suis depuis 15 ans maintenant. Si tu peux passer. Oui. Et donc, je m'occupe pour le Nord-Isère de coordonner un peu tout le monde comme je peux, et surtout de poser des nichoirs. En gros, pour donner des chiffres, les Frais des Clochers, c'est un nocturne qui a une taille moyenne de 35 cm, une envergure 1 mètre, un petit peu moins des fois. Le poids, plus lourd chez la femelle que chez le mâle. Et la longévité qui est notée, c'est une longévité moyenne de 3 ans. Dans le monde, comme vous le voyez sur la planisphère, c'est vraiment bon, centre et sud. Sachant qu'au-dessus de 650 mètres, c'est rare de trouver une effraie. Tu peux passer. Elle habite donc des espaces ouverts où elle peut chasser, parce que sans espace ouvert, elle ne chasse pas, donc elle ne sera pas présente. Elle est dans les milieux agricoles et pour son logement, elle est dans les bâtis,
alors qu'autrefois, elle était dans des creux de rochers, des creux d'arbres, etc. L'homme étant sédentarisé, elle s'est habituée aux habitats et a habité les granges, les fermes et les clochers. C'est pour ça qu'on l'a appelé les fraies des clochers. Dans son alimentation, bah, principalement des micro-mammifères, dont les campagnols. C'est un oiseau qui peut, dans les oiseaux nicheurs, donc en couple, avaler entre 3000 et 7000 proies par an. Donc c'est un bon raticide naturel. Tu peux passer. Voilà, bah, vous avez le détail, là, 3 7 000 proies par an. On peut y aller. La reproduction des effraies des clochers. Donc, comme je disais, elle est à l'origine cavernicole ou dans les arbres, dans des sites semi-naturels ou les nichoirs. Vers chez moi, j'ai la chance d'avoir trois couples reproducteurs qui nichent dans des fenières. Bizarrement, ils n'ont jamais été, je dirais, dérangés par la fouine. C'est ainsi. La ponte de 2 à 14 œufs. 14, c'est énorme. La moyenne nationale, c'est 4, entre 4 et 5. Mars à août. Alors, si on veut se rappeler de quand est la ponte, il suffit de penser à Pâques et aux œufs. C'est à peu près ça. La femelle, puisqu'il n'y a que la femelle qui couve, elle couve pendant 30 jours. Deux pontes assez fréquentes, très souvent dans le cas de remplacement de pontes qui ont échoué. L'envol des jeunes entre 2 à 8. Moi aussi, j'ai eu la chance de voir une nichée s'envoler à 10, mais c'est exceptionnel. Et ce sont les jeunes en oiseaux nocturnes qui restent le plus longtemps au nid ou dans le nichoir, c'est-à-dire 2 mois. Merci. Le territoire, ben, 1 à 10 km, tout ça dépend de la nourriture qu'ils arrivent à trouver. C'est ça qui va déterminer la surface qu'ils vont comment dire, visiter. Les déplacements, ben, ils peuvent être plus ou moins longs. On a retrouvé via un bagage une chouette effraie qui était partie d'Allemagne qu'on a retrouvée en Espagne, pour vous dire la possibilité qu'elles ont de se déplacer. Ce sont des oiseaux qui sont assez fidèles à leur lieu. Fidèle en amour, c'est pas forcément vrai, puisque un mâle peut arriver à avoir 2, voire 3 femelles qu'il nourrit et les jeunes pendant la reproduction. Assez. Merci. Donc, pour la mortalité, ben, une effraie sur 10 dépasse les 2 ans, c'est pour ça qu'on disait 3 ans de moyenne. 60% de la mortalité la première année, faute de nourriture, ou si ce sont des reproductions tardives, donc quand il fait froid, etc. C'est ce qui vient d'apparaître, la pique à l'automne juvénile. Ensuite, la mortalité annuelle, chaque année, il y a entre 34 et 50% de la population qui disparaît. Voilà, 10% atteignent 2 ans, et pour éviter de lire tout ce qui va arriver, là, la plus grosse des mortalités, tu peux passer au slide suivant, c'est voilà, la collision routière, c'est 70% des mortalités. Alors c'est difficile de compter, mais a priori, il y a à peu près 10 000 jeunes qui chaque année sur le territoire échappent à tout ça. Mais par contre, il y a environ 10 000 individus qui se font tuer sur les routes, plus le reste. Donc on est vraiment dans un équilibre qui tient sur le fil d'un rasoir. Et on n'est pas loin d'avoir des gros problèmes comment dire, de nombre d'individus. Tu peux passer. Donc des populations en déclin. Donc là, il y a quelques pays. Voilà, l'Espagne très touchée, l'Angleterre. Euh, c'est pire encore que ce qui est noté là parce que comment dire, c'est des chiffres un peu anciens. Et la Suisse, par le fait d'avoir posé des nichoirs, justement, a réussi à restabiliser ses effectifs. On peut passer. Voilà, c'est expliquer en détail ce que je viens de vous dire, mais je vais plus m'étendre sur ce qui vient après. Comme si vous allez dans la vie. Comment? Voilà, tu peux passer.
Je vous inviterai, mais en fait, Alors, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Et j'enchaîne. Merci, Philippe. Merci, si tu veux passer. Voilà, donc comment agir face au déclin de l'espèce? Je dirais que je vais utiliser une phrase de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est à la Chou, et qui dit maintenant, il ne faudrait plus appeler les frais des clochers, mais les frais des nichoirs. Et c'est un fait qu'à poser des nichoirs et à les suivre vraiment, on arrive à des résultats qui sont probants. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande quelques années, mais ça marche. Donc le déclin, oui, c'est la perte des sites de reproduction, la perte d'habitat de chasse, et la mortalité routière, elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc comment se porte réellement la population en Rhône-Alpes? Je ne peux pas vous dire, je suis vraiment un féodé, je dirais, à l'Isère. Dans l'Isère, elle n'est pas terrible. Il faut savoir qu'en 50 ans, on a perdu 50% de la population et que chaque année, on perd un petit peu plus d'1% tous les ans. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le déclin, déclin. Quelle disponibilité en vite? Ben, il faut savoir que sur le national, 80% des clochers sont fermés. Donc aujourd'hui, c'était un habitat qui ne l'est plus, sauf si on va créer des couloirs à travers les grillages pour mettre un nichoir derrière, mais il y a d'autres possibilités que d'aller redynamiser des clochers, surtout que maintenant, les villages, c'est compliqué. Donc, tu peux y aller si tu veux pour passer. Bah, estimer la population des frais sur un territoire, bah, c'est aller la voir. Parce que c'est pas un oiseau qu'on voit comme ça passer. Très souvent, on le voit sur le bord de la route mort, mais il faut vraiment aller la voir, aller la chercher et savoir où on la voit et où on ne la voit pas. Donc, contre l'efficacité des nichoirs, donc pour vous donner un exemple, en 2020, avec l'association L'eau par vie du Nord-Isère, on a posé 50 nichoirs chez des agriculteurs volontaires. Cette année, au bout de 5 ans, on fait un contrôle total, c'est-à-dire que les 50 nichoirs vont être contrôlés sur le mois de juin. Et il y a déjà 36 nichoirs qui sont contrôlés. Sur les 36 nichoirs, il y a 11 reproductions, ça c'est super. Et puis beaucoup de visites ou de présence autour. Continuer. Poursuivre la pose des nichoirs, bien sûr, ici sur l'Isère, enfin sur le Nord-Isère, avec les agriculteurs, on a un objectif qui est de poser à nouveau 50 nichoirs. Donc pour ça, on travaille avec les comices agricoles. Et puis on dialogue aussi avec les communes, ça commence à prendre tournure. Et on réouvre des clochers ou des bâtiments communaux qui sont propices à ça. On peut y aller. Augmenter le financement, oui, c'est sûr. Donc là, c'est le dernier slide, mais je vais insister là-dessus. C'est-à-dire que dans le Nord-Isère, où je me trouve, il y a 11 ans, j'avais commencé à prospecter. Et en 2016, j'ai posé un nichoir sur Branle, pour ceux qui ne connaissent pas, au Nord-Isère. Et on a suivi l'évolution parce qu'on avait posé des tas de nichoirs autour. Et on s'aperçoit que le premier, c'était en 2014, pardon. Le premier nichoir installé en 2014. En 2021, le résultat, c'est qu'on a 3 nichoirs de plus, donc 4 nichoirs. Ces 4 nichoirs aujourd'hui sont occupés, des reproductions toute l'année. Il y a 3 nichés en fenière, c'est ce dont je vous parlais. Je ne sais pas s'il y a encore des choses qui doivent apparaître ou pas. Ça, c'est mon chronomètre qui fait des siennes. Excusez-moi. En effet, il manquait une petite Voilà. une info. Donc, dans un rayon de... Voilà. Et donc, dans un rayon de 4 km, aujourd'hui, on a 7 couples reproducteurs. Alors, pourquoi tant dans un si petit rayon? C'est parce qu'on est dans des prairies, on est dans des zones très, très ouvertes, très infestées, avec une population de micro-mammifères très importante. Et on a, parce que ça date donc de 2021. Depuis 2021, il a été reposé des nichoirs. Et avec les contrôles qu'on fait, on s'aperçoit qu'il y a essaimage, c'est-à-dire que tout autour des premiers nichoirs où il y a eu des reproductions, ben, les jeunes cherchent à se loger et effectivement, ça paye, ça c'est certain. Il y a un autre secteur qui est du côté vraiment du nord-Nord-Isère, à la limite avec l'Ain, où là, on a eu le même effet. C'est-à-dire qu'il y a eu un nichoir de posé. Aujourd'hui, il y a 5 nichoirs
où soit il y a de la présence, soit il y a du passage, et il y en a deux, je crois, où il y a des reproductions. Donc l'essentiel passe par la pose des nichoirs, mais surtout par un suivi qui permet de savoir comment les populations se déplacent, où est-ce qu'elles vont, et puis avec une cartographie où on sait où sont les zones où les effraies vont pouvoir se nourrir. Voilà. J'espère avoir fait une petite synthèse, je ne veux pas prendre plus de temps. Euh, mais l'essentiel, oui, c'est poser des nichoirs et faire du terrain. Parce que ça, c'est ce à quoi j'ai toujours cru. C'est pour ça qu'avec les agriculteurs, ça marche vraiment bien. On a de super retours. C'est qu'il faut vraiment aller sur le terrain pour expliquer, etc. Quand on dit aux gens, ben, un couple, ça peut vous bouffer 7000 campagnols, là, ça commence à poser question. Surtout pour ceux qui font de l'élevage laitier avec des prairies qui sont complètement minées. Donc ça marche. Voilà. Super. Merci Philippe. Alors, on a une petite question. Les nichoirs, zones agricoles ouvertes et les vignobles, Clairette dans la Drôme, où les poser? Arbres, maisons? Éventuellement, si vous voulez répondre maintenant, et puis après, on passera Oui, à la chevêche. je peux répondre. Les arbres, c'est très compliqué. Très compliqué à cause des prédateurs. Et si on pose des nichoirs, c'est pour garantir, j'allais dire quelque part, que la nichée puisse survivre. Donc, c'est pas terrible. Si on n'a pas d'autres moyens, ben, on fait. Je sais avoir entendu parler d'un nichoir qui fonctionnait, mais le jour où la fouine s'y met ou d'autres, etc., c'est compliqué. Les bâtiments, c'est vraiment bien, avec une hauteur d'envol de minimum 4 mètres. Voilà. Sauf si elle est sous toiture, alors à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Je vais donner la parole à Pascal pour nous parler de la chevêche d'Athéna. Oui, bonjour à tous. Je mets ma caméra quelques minutes, mais je la couperai après. Donc, je me présente Pascal Georges, je suis l'animateur, le coordinateur ou le référent du groupe de bénévoles LPO d'Ambert, appelez-le comme vous voulez. Et si on vous parle de la chevêche d'Athéna, c'est parce que le territoire d'Ambert-Livradois-Forez, il y a un suivi depuis déjà pas mal d'années, on en parlera dans quelques minutes. Donc, quelques généralités. La chevêche d'Athéna, donc ordre Strigiforme, famille Strigidae, genre Athènes, espèce Noctua, avec une petite particularité, c'est que dans la mythologie grecque, elle a eu l'honneur d'être un des attributs de la déesse Athéna, qui était la déesse de la sagesse, des arts et de la guerre aussi. Caractéristiques biologiques, c'est une toute petite chouette, que vous pouvez voir en photo d'ailleurs, donc une vingtaine de centimètres, une envergure assez faible, 55 à 60 centimètres, un poids de 180 à 200 grammes ou un peu plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mâle est toujours un peu plus petit que la femelle. Une longévité assez importante pour ce genre de petit rapace, c'est une dizaine d'années. Donc c'est une petite chouette trapue, une petite brun tacheté de blanc et les yeux jaunes, ce qui lui a parfois valu son surnom chouette aux yeux de blanc. Elle est facilement en plus visible de jour, en tout cas en journée ou en début de journée, ce qui facilite son suivi d'ailleurs. En termes d'alimentation, alors elle n'est pas aussi vendable auprès des agriculteurs que la chouette effraie, mais quand même, elle est surtout insectivore, elle mange de gros insectes et quelques petits, et des invertébrés, beaucoup de lombriques, quelques petits mammifères aussi, campagnols des champs, mulots sylvestres. Donc elle chasse en général à l'affût sur un perchoir, ce qui va avoir une influence sur ses habitats, et elle capture ses proies au sol ou en vol. Côté reproduction, c'est d'avril à mai, avec en moyenne 3 à 5 œufs par couple nicheur. On commence à s'envoler vers 35 jours environ. Diapo suivante. Concernant c'est une espèce sédentaire et territoriale, très territoriale. Elle est donnée pour occuper toujours le même territoire et être très fidèle. Ce sont toujours des petits territoires de quelques kilomètres carrés. Les habitats sont variés, mais elle privilégie les zones ouvertes, ponctuées de perchoirs, donc qu'ils soient naturels ou artificiels, et pour nicher. Typiquement, c'est les prairies bocagères, donc à saule tétard, donc les saules qui étaient
il y a encore quelques années, qui le sont encore par endroits. Les vergers traditionnels aux tiges, qui étaient une des spécialités de la région ambertoise, et aussi les zones de polyculture, donc avec des îlots favorables à l'espèce et toujours à proximité des villages, des maisons ou des exploitations agricoles. Les cavernicoles, donc elles nichent dans les cavités naturelles ou artificielles, ce qui permet d'utiliser des nichoirs. Caractéristique, c'est qu'elle a besoin d'un climat peu rigoureux, donc on ne la trouvera pas dans les massifs montagneux d'altitude, hein, dans les Alpes notamment, dans le cœur du massif central. Tout ça pour lui permettre d'avoir un maintien de son espèce pendant le temps, avec une accessibilité toujours aux proies tout au long des saisons. On considère par exemple qu'en Berly-Vaudois-Forez, on ne trouve pas de chouette chevêche au-dessus de 750 mètres environ. Côté répartition des effectifs nicheurs en France, je vous ai reproduit les cartes de l'enquête Rapace Nocturne de 2017. Donc, suite à cette enquête Rapace Nocturne, donc une modélisation a été faite et d'après les auteurs, il y aurait environ 100 000 couples nicheurs en France. Cette répartition assez hétérogène, donc vous voyez, il y a certaines régions dont elle est complètement absente, hein, notamment les zones forestières des Landes, les massifs alpins ou jurassiens, etc. Alors, sur il y en a beaucoup moins, il n'y aurait que 25 000. La carte de droite, c'est la carte de répartition de la chevêche d'Athéna en période de reproduction, suivant la source oiseaux de France. Diapositive suivante. Alors, concernant l'Auvergne-Rhône-Alpes, je des cartes de. Par contre, j'ai mis la carte de présence de l'oiseau issue des données de Faune Aura entre 2000 et 2025. Donc, elle dit toutes les zones d'altitude assez élevée. Donc dans toute la chaîne du Puy, tout le massif alpin est complètement absente, donc elle est concentrée essentiellement dans les zones de plaine, les microplaines type Ambernagois et Nord-Ouest. Donc répartition très hétérogène. Alors, concernant les enjeux et les menaces de notre petite chouette, donc elle est classification 2016 UICN France, elle est en préoccupation mineure. Par contre, pour la région Auvergne-Rhône, elle est classée NT, donc quasi menacée. Donc c'est une des espèces de rapace nocturne la plus commune en France après la chouette tulipe. C'est une espèce qu'on dit sentinelle puisqu'elle est liée au milieu agricole et au milieu anthropique. Elle a connu une grosse chute de population dans les années 60, essentiellement du fait de l'intensification de l'agriculture, des politiques de revendement des terres agricoles et surtout de l'usage des pesticides, qui a eu un effet dévastateur sur ces zones rurales. Diapo suivante. Donc les menaces qui pèsent sur cette petite chouette, c'est la destruction et la fragmentation de son habitat. Au milieu agricole, on peut observer, en tout cas dans nos régions, des transformations des prairies permanentes en culture. Donc avec une diminution de la population en insectes, par exemple, destruction des haies, même si des politiques sont mises en œuvre, c'est une des caractéristiques du monde agricole berne. L'arrachage des vieux arbres, notamment des vergers, des trognes, et l'utilisation des pesticides agricoles. On constate aussi en rural une urbanisation croissante, avec une densification de l'habitat autour des bourgs, et puis d'activités économiques, artisanales, industrielles ou commerciales. Elle est aussi victime d'une collision avec les véhicules, mais dans une moindre mesure par rapport à la chouette et frais. Elle est par contre victime des noyades dans les abreuvoirs de bétail, donc il faut parler toujours avec les agriculteurs pour leur indiquer qu'une simple planche dans un abreuvoir permet de sauver un nombre d'espèces, et en particulier la chouette chevêche. Et puis elle s'est longtemps fait piéger dans les poteaux téléphoniques. Donc l'action concernant les poteaux téléphoniques creux, elle est assez simple, c'est qu'il faut absolument contacter les autorités qui gèrent les poteaux téléphoniques pour pouvoir les boucher. Il y a des petits capots qu'on fait maintenant assez
assez facile à mettre en place. Alors, il y a des mesures qui peuvent être prises pour les illustrer. Je vous ai sélectionné des actions qui ont lieu en local, donc sur le territoire Ambert-les-Voies-de-la-Forez. Alors, sur ce territoire-là, on fait un suivi de population qui avait été initié par Gilles Guillemenot, qui était originaire de Haute-Savoie. Et quand il s'est installé ici, il avait participé à la mise en œuvre de ce suivi, donc depuis 2008. Donc, on suit les chevêches sur l'ensemble de ce qu'on appelle la plaine d'Ambert, et puis sur toute la partie nord jusqu'au pays germain. Donc, on détecte les mâles chanteurs avec la technique de la repasse. On a pu constater que depuis 2008, la population avait diminué, puisqu'on est passé d'une densité de mâles chanteurs de 0,5 mâles chanteurs au kilomètre carré à maintenant 0,34. Donc, plus de 25% de baisse en peu d'années. Une manière de lutter contre cette diminution de population, c'est d'installer les nichoirs dans les milieux qui lui sont favorables, notamment les milieux agricoles, ou dans les bâtiments anciens qui sont en voie de rénovation, ce qui est assez fréquent dans la région. Concernant notre groupe de bénévoles, on a posé actuellement 60 nichoirs sur toute la plaine et on a un taux d'occupation maximum de 15% au cours des années. Une fois qu'elles sont implantées dans les nichoirs, et ces nichoirs, elles y sont très fidèles, en particulier. Par contre, les nichoirs peuvent être utilisés par beaucoup d'autres espèces, du pigeon ramier au merle, en passant par les frelons. Donc, ça peut poser un problème. Ces nichoirs, ils sont suivis chaque année. Donc, à l'automne, on inspecte les 60 nichoirs et on vérifie s'il y a eu ou non occupation. On mène en collaboration avec le Centre de sauvegarde pour animaux sauvages, pour oiseaux sauvages, de Clermont-Ferrand. C'est le rush de jeunes chèches, donc c'est 23 depuis 2019. On associe toujours les propriétaires ou les agriculteurs, celles sur lesquelles on fait les relâchers, ce qui permet une dynamique d'information auprès du public sur ces chouettes. Je vous ai mis deux actions qui ne sont pas directement menées par la LPO, mais auxquelles participent beaucoup de bénévoles de la LPO, voire la LPO elle-même. C'est notamment les actions menées par le Parc naturel régional du Livre-de-Forez, qui a mis en place depuis l'an dernier ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales et climatiques qui concernent la pigue griège grise. Alors pourquoi est-ce que la PGV a quelque chose à faire avec la chouette chevêche? Tout simplement parce qu'elle partage bon nombre de milieux. Elle est aussi une espèce sentinelle dans la région. Et les mesures de protection qui sont mises en place, elles vont favoriser le maintien des effectifs des chouettes chevêches, notamment celles qui concernent la floristique dans les prairies permanentes et le maintien des linéaires de haies dans les... Une autre action qui est elle, menée par le Conservatoire des espèces naturelles d'Auvergne, qui implique pas mal de bénévoles du groupe d'Ambert, c'est ce qu'on appelle les groupes vergers. Le CEN, depuis 1995, mène une politique de création de vergers conservatoires du patrimoine fruitier local, des espèces anciennes. Et elle met en place aussi des vergers de proximité qui sont animés par les groupes vergers locaux sur des fruits qui sont menés dans des zones favorables à la chouette chevêche. Donc, c'est des communes de Beria, de Marsac, d'Ambert, de Tours-sur-Mémont. Donc, c'est une politique de fond qui vise à ramener dans le territoire l'habitat principal qui était celui de la chouette chevêche il y a encore 25 ans. C'est les vergers de haute tige dans les prairies. Diapo suivante. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous présente la petite chouette chevêche si vous ne l'aviez pas encore vue. Merci voilà, beaucoup. Je vous remercie. Super. Eh ben parfait. Il y avait quelques questions dans le chat, mais auxquelles j'ai pu répondre. Merci beaucoup pour toutes ces infos, toutes ces actions. Je vais donner la parole à mon collègue Francisque pour présenter le projet Une chouette, un village. Est-ce que Francisque, si je te donne le contrôle, tu arrives à passer les diapos tout seul ou pas? Eh ben, on va voir ça.
Oui, parfait. Euh, ouais, c'est bon. Donc bonjour à toutes et tous. Je suis Francisque Bulifon. Donc je suis directeur de la LPO dans le département de l'Ain. Et c'est moi qui vais m'occuper de coordonner ce programme au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et les diapos ne passent pas. Ok, bon, je vais les passer moi. Donc c'est avant tout un programme national. Je vais vous expliquer la genèse de ce projet. Eh ben, c'est lors des rencontres Chevêche et Effray qui ont eu lieu l'an dernier à Chavannes en Haute-Savoie. Où il y avait plusieurs présentations de plusieurs suivis de ces oiseaux. Et donc, dans le département de l'Ain, on avait un projet qui s'appelait Un clocher, une effraie, où on essaye de réhabiliter les clochers euh, pour accueillir la chouette effraie. Et en fait, il y a eu un engouement autour de cette présentation, et la LPO France a pris la balle au bond et a proposé de faire rayonner ses objectifs au niveau national. Donc, on parle bien entendu de la chouette effraie qui vous a été exposée juste avant. Mais on a rajouté au sujet du département de l'Ain la chouette chevêche qui vous a été présentée également. Donc je ne reviens pas sur leur biologie, mais les objectifs de ce projet national, c'est de restaurer l'habitat de reproduction des chouettes en créant des sites de nidification via la pose de nichoirs. Mais on va aussi restaurer des milieux aux alentours de ces sites de pose de chouettes. On le verra après, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire autour de ces nichoirs pour améliorer la qualité de l'habitat. Et puis, bien entendu, nous allons sensibiliser aux enjeux et à la préservation de ces milieux. Donc les résultats nationaux attendus, ça va être 3000 nichoirs qui vont être mis en place partout en France. Nous allons avoir 10 km de haies plantées aux abords de ces nichoirs et on va avoir 1500 temps de sensibilisation. Donc vous voyez la carte de répartition nationale de ces nichoirs. Alors, si on zoome un peu plus sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a juste une erreur dans cette carte, c'est le département de l'Ain qui apparaît en blanc et qui est plutôt en bleu clair. Mais on est le plus gros contributeur, la LPO la plus contributrice, on va dire, au niveau national, avec un objectif de 495 nichoirs sur 9 départements. On va voir maintenant la déclinaison en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc 495 nichoirs à poser en 3 ans. Donc c'est un projet qui commence en 2025 mais qui se terminera en 2027. Donc on aura une carte hein, afin de recenser toutes les poses de nichoirs. Une convention sera signée pour chacune de ces poses et on aura des engagements qui sont plutôt du volontariat des personnes qui accueilleront ces nichoirs pour œuvrer sur l'habitat aux alentours de ces nichoirs. Donc vous voyez la répartition aussi hein, en nombre de nichoirs par département et en nombre de nichoirs par espèce. Donc si je prends l'exemple de la première ligne de la Loire, on va en poser 20 par an, ce qui fera 60 nichoirs au total, et nous aurons 30 nichoirs à Effray et 30 nichoirs à Chevêche. Et chacun pourra regarder dans son département quelle est la répartition de ces nichoirs, qui vont être liés à la faisabilité à l'engagement aussi des salariés et des bénévoles sur ces thématiques, et bien entendu aussi aux financements nationaux qui ne nous permettent pas de couvrir tous les départements français. Bon, après, avec 9 départements sur 12, on est bien fourni en Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, il y a quelques exemples de mesures agroécologiques qui pourraient être proposées à ceux qui accueillent les nichoirs. Donc on a la mise en place d'arbres isolés, les plantations de haies, bien entendu, avec un objectif linéaire quand même. C'est le seul objectif hein, sur ces mesures. La création-restauration de mares, les abris bâtis agricoles, la mise en place de buissons, de ronces, la mise en place de perchoirs à rapaces, la création de surfaces de bandes enherbées,
La mise en place de tas de bois, de tas de pierres, la création de gestion de vignes et vergers traditionnels, donc avec des arbres têtards et des friches, la conservation de surfaces non déchaummées après la récolte, le non-traitement des prairies permanentes, l'enherbement des berges de fossés, la fauche des jachères, gel après la mi-août, et la sensibilisation des agriculteurs pour supprimer les pièges mortels involontaires qu'il peut y avoir sur leur exploitation. Donc ça va être des mesures qui vont agir à la fois sur l'habitat de nidification des chouettes, mais aussi sur la capacité du milieu à produire de la ressource alimentaire. Francis, pendant qu'on est sur cette slide, j'ai eu deux questions. Oui. Quelles sont les conditions à remplir pour accueillir un nichoir? Et est-ce que les nichoirs peuvent être installés sur une maison avec jardin boisé sous le toit, par exemple? Alors, pour mettre un nichoir quelque part, il faut contacter votre LPO local, donc LPO Loire, LPO 1, LPO Auvergne, directement sur messagerie, parce que ce soir, j'ai pas le contact de chacun de mes collègues, mais précisez bien que vous voulez un nichoir dans le cadre du programme Une chouette, un village, et ensuite vous serez aiguillé vers le salarié qui s'occupe de ce programme. Ensuite, pour la mise en place, on va dire que ça va être la hauteur de votre maison et la disponibilité aussi en habitat naturel qu'il y a autour qui vont faire qu'on va pouvoir installer ou pas. Je prends l'exemple d'une église ou d'un hangar agricole ou d'une grande bâtisse en pierre. Là, tout de suite, avec une simple photo ou un simple échange téléphonique, ça va être possible. Par contre, une maison de lotissement, une maison de village. Là, ça va peut-être nécessiter de venir sur place, voir précisément les possibilités d'accroche. C'est pas très favorable en tout cas à les frais. Ça peut être favorable à la chevêche, mais il faut que ce soit dans un endroit qui soit on va dire, dans un village assez pittoresque où elle est un peu de la vieille pierre, et puis les champs qui vont autour aussi pour se nourrir, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément une réponse idéale parce que ça va être vraiment du sur-mesure euh, en fonction de la capacité d'accueil de votre maison, la hauteur, l'exposition aussi qui va être important, et puis la capacité en ressources alimentaires. Je ne sais pas si les collègues qui ont présenté les espèces ont des compléments sur ce sujet, mais voilà ma première réponse. Merci, Francis. Bon, on va enchaîner, je vous propose, vu que le temps passe. Je te laisse Mm. poursuivre. Merci. Voilà, donc un petit zoom sur l'objectif sur la plantation ou restauration de haies. Donc à l'échelle des 10 km qui doivent être plantés sur la France, nous on prend notre part à hauteur de 1614 mètres linéaires. Alors c'est pas grand-chose, hein. En 3 ans, on a l'habitude à des linéaires beaucoup plus grands, mais là on va être beaucoup sur du qualitatif pour les chouettes. Donc, on va être soit sur de la plantation d'arbres qui peuvent devenir des arbres dans 50, 100 ans, des arbres têtards, mais on va aussi prioriser la restauration. On va essayer de prioriser la restauration de haies qui vont compter dans ce linéaire. Et en fait, on va restaurer les arbres têtards qui peuvent repartir en CP. On va aller tailler ces arbres pour qu'ils restent têtards et les éviter qu'ils tombent ou alors qu'ils puissent pourrir sur d'autres situations. Donc on va essayer de prioriser ça en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis bien sûr, c'est des chantiers qu'on pourra faire chez les agriculteurs et les mairies sont les bienvenues pour nous accompagner dans la recherche de ces linéaires et la mise en œuvre de ces plantations ou restaurations. Ensuite, les temps de sensibilisation, donc ça va être fait donc, par nos équipes d'éducateurs et éducatrices à l'environnement lors de Nuit de la Chouette, mais aussi avec la mise en place d'animations grand public ou scolaires qui peuvent être en lien avec la pose d'un nichoir. C'est-à-dire que quand on va poser un nichoir, on va essayer d'avoir une animation scolaire ou grand public qui ira avec.
Dans l'Ain, je prends l'exemple, on a l'école du village qui signe, chacun signe le nichoir avec son nom avant qu'il monte dans l'église, par exemple. C'est ces petits temps de sensibilisation qui vont être cumulés au fil des 3 ans. Et puis, ça va être aussi des temps d'échange avec les élus, les services, les églises aussi, toutes les équipes paroissiales, pour les sensibiliser à avoir des chouettes dans leur quotidien. Alors, bien entendu, on a un volet communication. Clarisse, tu pourras compléter, mais ça, c'est une communication qui avait eu lieu il y a une bonne quinzaine d'années maintenant à la LPO. Ralentir, sauver des vies humaines, mais aussi animales, avec un petit autocollant espèces menacées sur la chouette effraie. Alors, on peut imaginer faire le même genre de communication. On attend une communication LPO France qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, qui vous sera transmise en temps voulu. Et puis, on a de la communication qui a déjà commencé depuis la fin de l'année 2024. Donc, on voit en Haute-Loire, avec nos salariés LPO qui sont allés secourir une nichée de chouettes effraies, ou alors eh bien, une première pose de nichoir en Isère, mise en place par les salariés, les bénévoles chez un agriculteur. Et là, je te laisse la parole, Oui. Clarisse, sur notre appel à dons. Parfait, Actuel. merci Francis pour tout ça. Donc oui, moi je vais vous parler très rapidement de l'appel à dons qui est en cours pour justement financer les 500 nichoirs. Alors on a arrondi à 500, vous avez vu il y en a 495, on a arrondi à 500, c'était plus joli. Sachant qu'on a à peu près estimé le coût d'un nichoir à 50 €, c'est moins cher qu'un prix boutique, évidemment aussi parce qu'on va beaucoup s'appuyer sur des bénévoles qui vont construire les nichoirs. On va avoir aussi un réseau de scieries ou de menuiseries qui nous permettront d'avoir du bois à moindre coût. Donc l'idée, c'était vraiment d'utiliser toutes nos ressources pour limiter les coûts, mais on a quand même besoin de fonds pour ces fameux nichoirs. Le projet étant financé, mais que en partie. Et donc, il nous manque des fonds pour ces nichoirs. On a donc un objectif de 500 nichoirs à 50 €, donc 25 000 €. On est pour l'instant très bien parti. On est très content et merci à celles et ceux qui ont déjà donné. On est sur Hello Asso, c'est un principe de financement participatif. L'idée, c'est qu'on le laisse jusqu'à... merci pour le don, je vois dans la conversation. Qu'on le laisse normalement jusqu'à la fin de l'été. Si on arrive à l'objectif avant, on augmentera le palier parce que on pourra aussi, à travers le financement supplémentaire, financer d'autres actions du projet Une chouette, un village, et par exemple tout ce qui concerne la plantation de haies. Donc voilà, même si on arrive à 100% et à financer les 500 nichoirs, ce sera déjà exceptionnel. Mais voilà, s'il y a du surplus, on saura quoi en faire étant donné l'étendue du projet. Pour celles et ceux qui sont déjà allés sur la page, je vais vous donner le lien dans la conversation. Vous avez pu le voir, on a des petites contreparties sur certains dons pour vous donner un peu envie de faire un don en faveur des chouettes. On a pour les dons de 25 € ou plus, on a le petit autocollant que vous voyez en haut à droite. J'agis pour les chouettes de la région Aura, qui sera distribué alors soit dans les locaux pour éviter le surplus d'envoi papier, soit on vous l'enverra si vous n'avez pas la possibilité de venir dans les locaux. Pour les dons de 50 € ou plus, comme vous aurez financé un nichoir complet, on vous invitera à la pose d'un des nichoirs en fonction de votre localité. Donc ne vous inquiétez pas, si ça met un peu de temps, vous l'avez entendu par Francis, que le projet va durer jusqu'en 2027. Donc les pauses vont se faire potentiellement hiver 2026-2027. Donc en fonction de votre territoire, vous risquez d'être contacté un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce sera bien prévu qu'on vous invite à la pose d'un nichoir, pour que vous voyez vraiment concrètement à quoi a servi votre don.
Et puis, pour marquer un peu le coup, on a fait aussi une contrepartie pour 200 euros. 200 euros, ça correspond à 4 nichoirs. Donc, vous aurez évidemment l'autocollant, la participation à la pose du nichoir le jour J en fonction de votre territoire, et puis un tirage photo d'une chouette. Alors, soit chevêche, soit effraie, faudra qu'on s'organise. Mais voilà, un beau tirage photo, étant donné que l'espèce bon, est magnifique et très photogénique. Donc voilà, c'est le petit plus. Normalement, ma slide est à jour. On a 184 nichoirs à ce jour qui sont financés. Donc, merci à toutes et tous. J'ai remis le lien. Si vous ne pouvez pas donner, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait compréhensible. N'hésitez pas à parler de cet appel à dons autour de vous, à vos collègues, à vos amis, à votre famille. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et on espère vraiment atteindre les 25 000 euros et le financement de la totalité des nichoirs. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous et on vous remercie vraiment beaucoup pour vos dons faits ou à faire. Je vois qu'il y a des petites questions. Alors, comme je suis en train de parler, je peux pas trop y répondre. Je vois en tout cas, on a déjà reçu des mails par rapport à cette question-là de construction de nichoirs avec des plans. Sur notre site internet, on a les plans pour la chevêche, je crois. Je suis pas sûre qu'on ait des plans pour les frais. Faudra que je revérifie. Dans tous les cas, on a des documents. Et si c'est pas le site de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes qui vous les fournit, normalement sur le site LPO France, il devrait y avoir des éléments. Philippe, ouais, je vois que tu souhaites. Oui. Moi, j'ai différents plans de nichoirs des frais. Donc, Parfait. si comment dire, mon adresse mail est connue, il n'y a pas de problème, je répondrai avec les plans. Eh ben, super. Je mets le mail du coup dans la conversation. Ok. Et apparemment, il y a aussi Didier en Haute-Savoie, pour l'instant en Haute-Savoie, qui a aussi des plans et frais. Donc voilà, on a de quoi faire, on a la ressource. Donc et merci à toutes celles et ceux voilà, qui auront aussi l'initiative de construire eux-mêmes le nichoir. Ensuite, pour terminer, parce que du coup on arrive vers la fin, je vais vous partager deux petits témoignages. Donc je vais partager le son parce qu'on va avoir besoin du son. Le premier témoignage, ce sont deux agriculteurs, un couple d'agriculteurs qui sont dans la Drôme et qui ont installé un nichoir à Chevêche. Alors il vous racontera la petite histoire. Et puis le deuxième témoignage, ce sera pas une vidéo, ce sera un enregistrement vocal de mon rendez-vous avec lui. Donc vous aurez les questions et les réponses d'une mairie dans l'Ain. C'est donc le second adjoint à la mairie de Suligna, Dominique Montserrat, qui a pris la parole pour parler de l'installation du nichoir dans la commune. Ne vous inquiétez pas, la vidéo de l'agriculteur, normalement vous allez très bien l'entendre, c'est juste que l'image risque d'être un petit peu décalée. Mais normalement, vous avez le son et je vous laisse du coup pour 2 minutes écouter le témoignage de l'agriculteur. Bonjour, Olivier Lombardi. Je suis maraîcher au cancer depuis 12 ans avec ma compagne et nous sommes en agriculture biologique. Mon premier contact avec la LPO, c'était la rencontre de Kevin, qui était client sur notre marché de producteurs à la ferme. Et Kevin rapidement nous a proposé un atelier de fabrication de nichoirs pour installer sur les différentes fermes des producteurs. Kevin et l'équipe de la LPO sont venus sur la ferme pour la mise en place des différents nichoirs, mésanges, chauves-souris, chevêches et les frais des clochers. Ce qui nous a motivés à l'installation des nichoirs, c'est que nous, Agri, nous avons de grands espaces, bâtiments, extérieurs, et ça nous paraissait logique d'encourager ces espèces peu communes à nidifier. Nous avons installé il y a environ 6 ans le nichoir à Chouette-et-Frais. Il y a 15 jours, nous avons entendu ce cri si particulier. Et samedi dernier, nous avons découvert les 3 petits dans le nichoir.
c'est avec émerveillement qu'on a vu ces 3 petites boules de poils. Et grâce à un piège photo, nous avons pu voir les adultes qui apportent énormément de rongeurs aux petits, euh, ce qui nous est très bénéfique à nos paysans, cette vie en commun. Voilà pour le premier témoignage avec voilà des belles images aussi du piège caméra. Ça c'est aussi hyper intéressant à installer pour suivre derrière la nidification. C'est toujours un plaisir de voir le résultat. Et je vais vous passer le son du coup du petit entretien que j'ai eu avec le fameux élu Dominique Montserrat pour l'aventure indinoise. Bah merci. La première question, pour donner un peu de contexte, c'est comment le contact avec la LPO s'est fait pour l'installation des nichoirs, ou du nichoir d'ailleurs, je sais pas. Bah, disons que ça s'est fait, en fait, c'était au marché des plantes rares à Châtillon, il y avait un stand LPO. Et puis, bien, moi, quand il y a un stand LPO, je veux toujours voir ce qui se passe, et puis discuter un peu avec les gens, et puis c'est bien, c'est bien. Et puis justement, j'étais sur les chouettes des clochers en fait, donc c'était parfait. Donc j'ai discuté un peu avec la personne qui était là-bas, et puis il m'a dit qu'ils avaient un programme, donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait, qu'après on en a parlé, et puis c'est comme ça que ça s'est fait en fait. C'est comme ça que ça s'est fait. D'accord, super. Et donc il y a eu la mise en place de nichoirs. Voilà, donc après ils m'ont contacté, donc moi je suis adjoint au maire, donc à Sulignan, donc moi j'ai les clés de tout, donc il m'a pris le numéro de téléphone, et puis après, quand il voulait venir, il m'appelait, moi je suis un peu toujours disponible, et puis donc, non, mais c'était cool, c'était bien, ils m'ont appelé, donc après moi je venais les ouvrir, et puis on a regardé tout ça, c'était très bien. C'est des nichoirs à Chevêche d'Athéna ou à Effray des Clochers qui ont été installés? Effray des Clochers. Oui, parce que en fait, dans le temps, moi, je suis né dans ce village, et puis donc, mon père sonnait les cloches à l'époque, mais il y a 50 ans, là, parce que, donc, moi, je suis à la retraite, donc il y a déjà un bout. Moi, j'allais avec mon père, et puis je me souviens des petites chouettes qui étaient comme ça, des petites boules blanches, là. Et ça m'a marqué, ces petites chouettes. Donc, c'est pour ça que je voulais. Donc, c'est bien, et puis, c'est les effets. Donc, c'était dans des œils de bœuf, donc, maintenant, c'est grillagé, bien sûr, parce qu'avec les pigeons, tout, donc, elles ne peuvent plus venir, les pauvres. Donc, c'était bien, ça, ce qu'ils nous ont posé là. Il y a eu combien de nichoirs qui ont été installés? Eh ben, un dans un œil de bœuf du côté sud, sur la place de la mairie, en plus on voit bien, donc c'est bien. Et puis il y en a rien qu'un. Et ils fonctionnent, vous les avez vus? Vous avez vu des effraies qui se sont installés ou pas encore? En fait, la première fois qu'il a mis l'appareil photo, là, on voit bien 2-3 fois des effraies qui viennent, enfin des chouettes, non, c'est des chouettes des clochers, non, des effraies des clochers. C'est ça, oui, effraies des clochers. Ouais. On les voit qui se posent, qui regardent, mais ce que me disait celui qui est venu poser, je ne me rappelle pas de son prénom d'ailleurs, donc il disait que c'est peut-être le petit voyant rouge qui leur faisait peur, parce qu'on les voit plusieurs fois qui se posent, qui regardent, et puis qui s'en vont. Après, on a vu plusieurs oiseaux, des moineaux, des étourneaux, des trucs comme ça, mais on a vu plusieurs fois la chouette, et puis après, le deuxième coup qu'ils sont venus, qu'on a regardé, eh ben, on ne l'a pas vu. On a vu que sûrement des chauves-souris, comme il y a un petit lucarne à chauve-souris. D'accord. On n'a pas vu de chouette. Donc, voilà. Bon, du coup, c'était pas bon. Elles s'installeront peut-être à un moment, c'était peut-être pas le bon moment, ou alors il y a en effet eu quelque chose qui les a fait peur. Et, oui, voilà, parce que, en fait, oui, on les voyait bien, la mémère, on la voyait bien posée, puis qui tournait son cou, qui regardait, c'était bien. Elle n'est pas revenue, pour le deuxième coup, elle n'est pas revenue, ouais. Votre motivation, ou en tout cas la motivation de la mairie pour vous impliquer dans ce projet, ça a été quoi? Justement la fermeture du clocher avec votre historique d'avoir vu les effraies par le passé? Oui, puis moi j'aime bien les oiseaux, donc, et puis le maire est un peu dans la même voie que moi, donc il n'y a pas de souci. Puis tout le monde a été d'accord en fait pour faire ça. Au conseil municipal, personne n'a rechigné pour la pose justement de ce nichoir. Donc c'était ça en fait. On aime bien les oiseaux, et puis c'est vrai que les pauvres, elles n'ont plus d'habitants, elles n'ont plus de rien pour se nicher. Ouais. Donc, et oui. Si ça peut aider, c'est bien. Bon, bah super. Bah parfait, merci beaucoup en tout cas.
Voilà, le petit témoignage de la mairie, en effet, qui termine sur le fait que elles ont plus beaucoup d'endroits pour s'installer, comme l'ont déjà bien présenté Pascal et Philippe. On arrive à la fin, 19h27, on est même en avance par rapport aux 19h30. Francisque, si tu souhaites, oui, compléter peut-être? Ouais, je voulais juste rappeler les financements de ce projet. Donc, c'est un projet national qui est financé dans le cadre du Loto de la biodiversité. Donc, c'est l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui a fait un appel à projet et on a été sélectionné au niveau national. Donc, en fait, c'est un partenariat avec la Française des Jeux. C'est des tickets à gratter, comme on l'a vu sur le patrimoine Les Vieilles Pierres avec Stéphane Bern. Eh bien, nous avons le même principe avec des tickets que vous trouvez en bureau de tabac à gratter et une partie des fonds vont aller à une vingtaine de projets en France, dont Une Chouette, un village. Et vous l'imaginez, ces projets ne sont pas financés à 100%, donc on est financé à hauteur de 70%, et il nous reste 30% à trouver. C'est pourquoi on a besoin des dons de chacun et chacune pour venir compléter et nous aider à rendre possible l'installation de 500 nichoirs en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Francis pour ce complément. Il y avait des questions dans la conversation, mais normalement tout a été vu et répondu. Une fois la réunion terminée, on aura l'enregistrement que je mettrai, alors pas tout de suite ce soir, en plus il faut que je coupe un peu le début, mais que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Donc comme ça, voilà, vous pourrez la partager largement et partager aussi du coup le lien vers l'appel à dons si le cœur vous en dit. Je remercie aussi Philippe et Pascal pour leur participation et la présentation des chouettes. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes les participants, participantes. On était plus de 60, donc le format a l'air de plaire. C'était un peu une première dans le cadre en tout cas d'un appel à dons et d'un projet comme celui-là. Donc voilà, on était plus de 60. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Hydratez-vous, mettez-vous au frais et à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, à venir nous voir dans les locaux LPO. Il y en a un dans chaque département. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et tous.